On entend le bruit de la rivière qui s'agite, les canards sur l'eau qui chantent, on sent la fraîcheur de l'automne arriver, le vent qui fait bouger les arbres, on voit les feuilles qui s'emportent avec le courant de la rivière, on écoute l'auteur qui nous parle de la nature. J'avais un rapport à la rivière qui était très important parce que je passais des heures entières assis dans une barque à pêcher. Et la rivière est devenue pour moi quelque chose d'extrêmement mythique et d'extrêmement fort. C'est quoi écrire sur la rivière? À mon avis, c'est écrire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent aussi, parce que la rivière, il y a des odeurs. Et puis c'est aussi ce que l'on ressent. Vous allez regarder la rivière, vous allez observer. Vous allez voir des choses et vous n'allez pas trouver de nom à ces choses-là. Par exemple, vous allez voir un insecte, vous allez voir une branche, vous allez voir une fleur, vous allez voir une feuille. Vous allez dire, oui, moi je veux bien le décrire, mais je n'ai pas le nom. Eh bien, les écrivains, très souvent, le plus souvent qu'ils le peuvent d'ailleurs, ils vont à la recherche, ils se documentent avant d'écrire. On doit rendre un carnet du lecteur. C'est un carnet qui a toutes nos notes sur la rivière. Et on lit des livres aussi. Plante-net, comme ça je sais le nom des arbres. Les écorces, c'est des cerciers d'automne. Quand vous voyez couler la rivière, ça fait penser à l'irréversibilité du temps et de la vie. Irréversibilité, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et là, l'eau, elle coule, mais l'eau qui était là et qui est là maintenant, elle ne reviendra pas ici. Mais c'est comme votre vie. La journée que vous vivez aujourd'hui, demain, elle sera finie et vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Et alors, il y a autre chose qui est quand même très fascinant dans la rivière, c'est que là-dessous, on ne voit pas ce qui se passe et il y a toute une vie. Il y a une vie invisible. Les poissons, les têtards, certains coquillages, puisqu'il existe dans les rivières et dans l'eau douce des coquillages. Il y a des anguilles, il y a des gardons, il y a tout un tas de poissons. Il y a toute une vie et on ne la voit pas. Donc la rivière, c'est à la fois l'irréversible et l'invisible. On découvre la rivière et on découvre ce qu'elle a comme influence sur notre vie. Les choses n'existent que quand elles sont nommées, quand elles sont vues. Moi, je me suis baladé avec des élèves de seconde le long de la Marne à Choigne, il y a 3 jours. Il faisait beau. Ils marchaient, mais ils ne regardaient pas. Ils ne voyaient rien. Puis tout d'un coup, je leur ai dit, regardez cette petite feuille-là. Ça n'avait pas l'air d'avoir un grand intérêt. Mais avec l'application PlanteNet, c'est une application qui, si vous photographiez, l'application vous donne le nom de la plante. Alors une fois qu'on a eu le nom de la plante, on est allé voir sur Google ce qu'on racontait sur cette plante. Et ils ont découvert par exemple que la grande ciguë, c'était avec ça que Socrate s'était suicidé. Et puis ils ont découvert qu'il y avait une autre plante qui permettait aux femmes après l'accouchement de reprendre des forces. Et là, il y en a un qui m'a dit « Mais c'est incroyable, on marche, on ne voit rien. » J'ai dit « Non seulement vous ne voyez rien, mais en plus ça n'existe pas. Tant que vous ne l'avez pas nommé, tant que vous ne l'avez pas regardé, ça n'existe pas. » Il y a une revue qui s'appelle Zadig, elle est très récente cette revue. Et ce numéro était consacré à la nature. Et c'est l'éditorial, c'est la première page. Et voilà ce qu'il dit, vous allez voir que c'est incroyable, parce que je l'ai relu ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je le lise aux élèves, parce que c'est exactement ce qui nous est arrivé il y a 2 jours. Cheminant il y a peu, sur les hauteurs de Binic, petite localité bretonne surnommée le grain de beauté des Côtes d'Armor, j'éprouvais une sensation de bien-être familière depuis l'enfance. Un air de liberté se confondait avec l'air marin, le vent léger courbait fleurs et arbustes. Je n'avais pas assez d'yeux pour contempler cette féerie de la nature. Mais
cherchant à nommer ces merveilles, passé le pissenlit, les coquelicots et les urticantes orties, le vocabulaire vint à me manquer. Comment s'appelaient ces massifs de fleurs d'or, et ces hampes d'un violet soutenu, et ces corolles blanches que frôlaient mes chevilles? C'était beau, mais j'étais incapable de nommer ce beau. Voilà notre paradoxe français. Nous aimons la nature pendant les vacances, mais elle nous indiffère le reste du temps, au point que nous l'ignorons jusqu'à en oublier ses patronymes, c'est-à-dire ses noms, qui allient précision et poésie, Jacinthe et Myosotis, Évive et Sifflevent, dans un pays qui, grâce à son outre-mer, abrite 10% de la biodiversité. La nature se confond trop souvent avec la ruralité, c'est-à-dire avec la campagne, voire avec l'agriculture. Car aux yeux de beaucoup, il n'est de nature que cultivé, et l'on n'a qu'une vague idée des espèces et des espaces protégés. Et il y a une chose qui est quand même assez étonnante aussi, c'est que si vous regardez la carte IGN de votre coin ou de n'importe quel endroit, vous vous apercevez que le moindre petit endroit qui a l'air sauvage, en montagne, en campagne, dans une forêt, eh bien sur la carte IGN, ça porte un nom. Ça va être, je ne sais pas moi, le coteau de la Vierge Marie, le rocher des Allemands, même un petit rocher a un nom. Ça veut dire que tous ces territoires que nous, on croit sauvages aujourd'hui, ont en fait été cultivés et nommés par nos ancêtres. On nous parle du réchauffement climatique et on nous parle d'un avènement apocalyptique à la fin du siècle. Mais la fin du siècle, moi, ça ne me concerne pas. Je serai mort. Alors, bien sûr, j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi. J'ai réfléchi, je me suis dit, ma petite fille, à la fin du siècle, elle aura 85 ans. Je n'avais pas très envie, finalement, alors que c'est un bonheur d'être avec ma petite fille qui a 5 ans et demi. Et quand elle m'appelle papou, je fonds et je suis prêt à ne dire que oui. Je suis dans le présent, et même je ne suis pas pressé de la voir grandir. Et finalement, je me dis, mais au fond, est-ce que ça nous concerne vraiment? Alors bien sûr, ma petite fille, elle va avoir des enfants, mais comment je me sens concerné par des êtres que je ne connais pas et que je ne verrai jamais? Et là, je me suis dit, le slogan, au moment des Gilets jaunes, qui disait « on a à choisir entre fin de siècle ou fin de mois », je le comprenais mieux tout d'un coup. Je me disais, mais effectivement, les gens qui n'ont pas d'argent pour donner à bouffer à leurs gamins à la fin du mois, est-ce que quand on leur dit, oui, mais vous prenez votre voiture et on augmente l'essence, vous râlez, mais en prenant votre voiture, vous polluez la planète, oui, mais la voiture, ils en ont besoin pour aller travailler, et leur poser la question de savoir si, à la fin du siècle, à cause de la voiture qu'ils ont prise aujourd'hui, il n'y aura plus rien. Est-ce que inconsciemment, et là on n'est ni dans l'ignorance ni dans le déni, mais on est dans ou si on est dans le déni, on est dans le déni inconscient au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire finalement je refuse de me projeter si loin parce que de toute façon mon présent est invivable. Martin Luther a dit une phrase que j'aime énormément. Il a dit que si la fin du monde était pour demain, il planterait un pommier. J'aime beaucoup cet acte d'espérance sur le fait d'agir aujourd'hui. Qu'importe demain, mais agir aujourd'hui, parce que la vie, c'est aujourd'hui. Et dans l'action, il y a plus à recevoir que dans la passivité. Ce n'est pas la nature qu'il faut sauver. Si un jour on n'est plus là, on le voit d'ailleurs à Tchernobyl, la nature, elle résiste très très bien et beaucoup mieux que les hommes parce qu'il y a des villages entiers qui ont été entièrement vidés de leur population et la nature reprend ses droits tout à fait naturellement. Les animaux, ils sont capables de vivre, de s'adapter parfaitement à la vie urbaine. Par exemple, il n'y a plus d'oiseaux dans les campagnes, mais il y a plein de merles et de pies dans les hameaux et dans les résidences urbaines ou suburbaines. Les sangliers, les renards ont envahi les parcs dans les centres-villes. Vous savez qu'à Londres, par exemple, ils sont envahis par les renards et ils renversent les poubelles pour manger ce qu'il y a dans les poubelles. Donc ça veut dire quand même que nous, on essaie d'aller vers la nature, mais la nature, elle avance vers nous, quoi, et elle peut aussi gagner du terrain.
Pendant très longtemps, à cause de Descartes et de Galilée notamment, on a cru qu'il y avait l'homme et la nature en face, et que, comme disait Descartes, il faut être comme maître et possesseur de la nature. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est la nature, on est dedans, elle est en nous, voilà, et qu'il n'y a pas nous et la nature en face. Mais cette idée, d'ailleurs, est une idée qui vient de loin, puisque même dans la Bible, dans la Genèse, Dieu dit à Adam, il y a la nature pré-adamique, c'est-à-dire la nature est créée avant Adam et Ève, et puis après, il crée l'homme et il dit, voilà, tu peux te servir et tu peux faire ce que tu veux de tout ce qu'il y a autour de toi. Donc cette idée que l'homme est au-dessus de tout, hein, qu'on retrouve dans la classification de Linné, où effectivement on met l'homme au-dessus, en haut de toutes les créations, et quand on regarde aujourd'hui cette sphère qui explique la genèse de l'univers et de l'humanité, on s'aperçoit que l'homme est à la même hauteur, au même endroit que les grands singes, que les porcs, etc. Alors que jusque-là, on l'avait mis au-dessus, Dieu l'avait créé pour être maître de tout le reste. Montesquieu écrit « Il pleut de plus belle. La petite plume d'oie court sur le papier qu'elle accroche comme pour retenir la pensée qui s'emballe. » Il dit « Ce sédiment se repose dans la terre où l'eau coule comme dans sa matrice ou son menstru. Le Saint-Jean d'Étampes s'enivre et prend de la vitesse à marée descendante. Les pluies de vendange sont immodérées, mais d'exception Montesquieu aime leur belle outrance, cette immense femme qui vient l'envelopper et le protège des hommes. Le déversement des vasques mythiques que les dieux portent à bout de bras et basculent sur nous pour marquer que le temps se libère des engourdissements de la fin de l'été. » J'ai essayé avec les mots de traduire ce que je ressentais à ce moment-là, c'est-à-dire que tout était de l'eau, et l'eau était dans le ciel, était dans la terre, était sur les arbres, sur les murs, sur mon corps, etc. Et voilà, il fallait trouver des mots pour le traduire. Et là c'est vrai que vous avez raison, dans ce texte, il y a une espèce d'interpénétration entre l'homme et la nature. Un visage, quand on le regarde de près, ça cesse d'être un visage. Et donc j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire et après je vous proposerai un petit exercice. Je l'écoute et me laisse faire quand elle me prend le bras. Elle s'approche, respire et souffle à ma joue. Son visage devient montagne, ride, île et tempête. J'y vois à la lèvre, au coin de l'œil, de petits cancers naissants, des chèvres qui s'étonnent et s'éclipsent derrière des touffes noires d'épines et de mystères. D'une source coule un filet d'eau qui descend en douceur les pentes et les lèvres jusqu'au nœud du foulard. Chaque repli devient escarpement, chaque rictus une lente et difficile procession vers une chapelle de montagne où l'on va fêter un saint. Son front de près devient un chemin caillouteux. Avez-vous jamais regardé de si près un visage ? Il cesse d'être visage car il n'est plus visible en son ensemble. Il est creux et bosse. Relief, hostilité. Ironie est comme en apesanteur. Un paysage se dessine au fond de ses iris. Elle voudrait que je me taise peut-être. Elle voudrait que je reste aussi, que je ne sois que du silence, de la fragilité de sa cervelle qui bat la breloque dans sa boîte trop grande. Elle délivre une idée qui n'avait pas encore pris corps dans ses doigts, une idée qu'elle devait avoir connue, retenue, et qui maintenant pousse si fort qu'elle ne peut l'empêcher de venir au monde par la petite bouche surmontée de taches et de poils. Voilà comment j'ai eu envie de décrire ce visage qui s'approchait de moi comme une espèce de zoom naturel. Et je voulais vous proposer, puisque vous avez tous, je pense, un smartphone, de vous prêter à ce jeu qui consiste à photographier de très très près, de choisir un morceau de visage et ensuite d'essayer d'écrire un texte qui décrive ce bout de visage, mais en utilisant du vocabulaire, essentiellement du vocabulaire de paysage. Vocabulaire de territoire et de paysage. Et on pourrait appeler ça, vous savez, de la même manière qu'on parle d'autoportrait, on pourrait appeler ça autopaysage. Juste une partie d'un visage. Oui, juste une partie. Et d'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise quelquefois, c'est « pourquoi tu me dévisages ainsi ?» Et dévisager,
c'est justement c'est défaire le visage. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu ne me regardes plus comme si mon visage était un ensemble harmonieux et cohérent, mais on a l'impression que tu me dévisages, c'est-à-dire que tu me regardes par petits morceaux, tu regardes mon nez, tu regardes mes yeux, dévisager quelqu'un, c'est ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est finalement dévisager pour transformer le visage en un paysage. Au rivage de ce regard, je m'attache à ces reliefs qui se dessinent en cascade. Calme, mais pourtant d'une intensité orageuse. Ce spectacle bruyant résonne, contraste avec le silence qui règne autour de nous. Je me retrouve guidée par la lumière plus intense en haut de cette colline, entourée de grands pins, dont les épines semblent devenir des plumes au toucher. Et juste sous mes pieds, le vide, sans fond, infini, intrigant. Je crois apercevoir un point lumineux au centre, une petite étoile qui scintille et qui m'attire, qui semble avoir des choses à raconter. Je me sens entraînée par ses profondeurs. Alors, son regard se perd et je me perds dans son regard. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la dernière phrase qui nous ramène au visage. Alors pourquoi Parce que vous étiez complètement dans la description d'un paysage. Au début, j'étais quand même au rivage de ce regard. Et donc, du coup, je commence par indiquer qu'on est quand même sur le regard. Et à la fin, justement, comme si c'était une espèce d'aparté où moi aussi je partais. Et au final, je reviens et je me rattache à ce regard. Mais j'ai quand même eu des difficultés dans le sens où j'avais du mal quand même à me rattacher au paysage et même moi dans ma tête le paysage est un peu flou, donc des fois peut-être qu'à la lecture vous saviez pas trop où j'en étais au niveau de mon parcours. C'est-à-dire que la différence qui est entre votre texte et celui-là, c'est que là on sent que c'est une expédition et là on sent plutôt une errance. Hein ? On est plutôt dans l'errance que dans l'expédition. Effectivement, on a l'impression que votre regard est perdu, que vous ne savez pas ce qu'il faut regarder et que vous êtes un peu noyé. Alors, il y a un « mais » que je remplacerai par un « et », moi, au début. Calme, mais pourtant d'une intensité orageuse. Oui. Je ne sais pas, je me demande si... Et peut-être même, vous allez relire la phrase en enlevant complètement le « mais » et en rajoutant rien pour voir. Calme, pourtant d'une intensité orageuse. En mettant une virgule. Après le calme. Après le calme, oui. Pour pouvoir, au moment de la lecture, calme, pourtant d'une... Calme, parce que... pourtant d'une intensité orageuse. C'est pas mieux? Si, je sais pas. Donc... Ouais, c'est vrai que le « mais » est un peu... Le « mais », c'est un peu plomb-plomb, quoi. C'est un peu... Très souvent, on met trop d'adjectifs. Hein, il faut élaguer. Et là, il y a un moment où vous avez, à propos du vide, mis 3 adjectifs. Et là, et ça marche bien, là. Hein, infini, intriguant, etc. Et là, ça marche bien. Parce qu'on voit, que dans la manière de mettre vos 3 adjectifs, on a l'impression qu'on tombe avec eux dans le vide. Alors que souvent, un adjectif ou un adverbe, ça alourdit, c'est redondant, on a envie de dire oui, ça va, on a compris, etc. Bon, voilà. Il est fascinant de décrire le visage d'un ami. Lire ses lignes, ses ramures, le jalonnement de ses joues et de ses pommettes. Une énumération de paysages apparaît. Moi, je crois que j'enlèverai la première phrase. Ouais. Je me suis dit aussi au début. Parce qu'elle est trop explicative, elle est... Voilà. Et donc, ça commencerait comment? Lire ses lignes, ses ramures, le jalonnement de ses joues et de ses pommettes. Une énumération de paysages apparaît. Alors, est-ce que c'est une énumération qui apparaît? En fait. C'est pas une énumération, non? C'est le paysage qui apparaît. Non? Ça prend beaucoup de temps de réécrire. La poésie, c'est une hésitation permanente entre le son et le sens. Une hésitation permanente entre le son et le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une phrase,
il ne faut pas l'écrire avec des mots pour faire joli. L'art n'est pas là pour faire joli. Mais il ne faut pas non plus que ça n'ait que du sens. Par exemple, identité archétypale, on est dans le sens simple. Et puis dans d'autres textes, on pourrait être dans le pur joli. La poésie ou la littérature, c'est ce point de fragilité difficile à trouver, où ce que vous dites est beau parce que ça a du sens, et ça a du sens parce que c'est beau. C'est quelque chose comme ça, un fragile équilibre entre les deux. Il faut s'autoriser un peu à l'errance. Et à l'errance, et vous savez que le mot errance a la même étymologie qu'erreur. Il faut s'autoriser à l'erreur. Dans notre société, on ne s'autorise plus l'erreur. Quand quelqu'un se trompe, on le met tout de suite en échec. Alors que se tromper, c'est le tremplin vers justement une autre réussite, quoi. Je pense que l'art en général n'est pas fait pour transmettre des messages, mais simplement pour produire des énigmes et des mystères. Si vous transmettez des messages, si vous écrivez pour transmettre un message, ben vous êtes dans la communication finalement, vous n'êtes plus dans l'art. Paul Klee disait, vous savez le peintre Paul Klee, il disait « L'art n'est pas là pour décrire le réel, il est là, il révèle. Il ne décrit pas, il révèle. » Et Baudrillard disait « L'art révèle, il n'est pas là pour signifier. » Et je crois que c'est ça. Ça révèle des énigmes. En vous écoutant parler de miroir, je me disais tout d'un coup que le miroir, c'est un objet qui renvoie une image inversée et qui réfléchit, mais du coup qui fait aussi réfléchir. Donc l'art, effectivement, est peut-être, et c'est en ce sens que je pense que l'art n'est pas vraiment là pour transmettre un message, mais parce que le message de la nature et du réchauffement climatique, ça, les médias s'en chargent, les études scientifiques s'en chargent. Alors à quoi sert un artiste ? Comme disait Michel Serres à propos de la philosophie, on pourrait parodier et dire un artiste, ça ne sert à rien et ça ne sert personne. Hein, là, il disait ça de la philosophie. Ça ne sert à rien et ça ne sert personne. Je pense que les artistes n'ont pas à servir quelque chose, peut-être ni à se servir d'ailleurs, mais ils sont là pour renvoyer une image inversée peut-être du mainstream, justement, de ce qui est habituellement renvoyé comme image. Parce que la télévision, par exemple, elle ne renvoie pas une image inversée. Elle renvoie une image telle que c'est. Et le miroir, lui, renvoie une image inversée. Et je trouve que l'art, et c'est en ce sens qu'il produit des énigmes plus qu'il transmet des messages, il renvoie cette image inversée. Et je trouve ça assez intéressant. Et en ce sens, il fait réfléchir. Parce que quand on voit votre travail, quand je suis allé le visiter, il y a une dame qui m'a dit, voyant que j'avais l'air de m'intéresser à ce travail, elle ne savait pas pourquoi, et elle est venue me voir, elle m'a dit c'est intéressant, et puis vous voyez, hein, c'est un sacré message. Hein. J'ai dit, écoutez, déjà, c'est beau parce que ça crée une sidération. Et déjà, ça sidère. Ça s'impose par sa présence. Et si ça s'impose par sa présence, c'est parce que ça fait poser plein de questions. Et je ne vois pas vraiment de message là-dedans. Je vois simplement l'évidence de la présence de ces œuvres. D'un coup, il me vient une image. C'est l'image de la seiche. Vous savez, cet animal marin qui envoie de l'encre pour se protéger des prédateurs. Ben, je pense qu'écrire, c'est envoyer de l'encre pour se protéger de ce grand prédateur qu'est le réel. On peut délimiter une portion de terre, du ciel aussi, bien que les nuages fassent quelques difficultés. Mais un fragment de rivière. L'eau d'amont est déjà là, tandis que les reflets irisés du regard ne sont plus. Banalité. Chaque pêcheur, depuis sa barque, peut percevoir dans l'onde, réflexion sorcière, le coulement de rire qui dévale les collines. La pluie ne s'y attarde pas.
Elle vient envaser les rives recouvertes de volants d'eau et de toutes les renoncules mollement agitées par la brise. Combien de fois ne m'a-t-on pas dit, quand gamin je m'aventurais vers le four gallo-romain après le vieux château, le danger de ces avancées rocheuses sous lesquelles le tourbillon vous emportait pour toujours. La magie des turbulences, c'est qu'elles sont insoupçonnables. Elles se griment de teintes et de parfums fragiles. Tout ici se mobilise en vue d'une discrétion. Vous pouvez passer, ne pas vous arrêter, ne rien voir. La rivière ne vous en tiendra pas rigueur. Non pas qu'elle soit modeste ou indifférente, Dieu l'en préserve. Elle a tant à faire. Jour et nuit, elle cultive des pantomimes, accouple les orages à toutes les faunes et tient avec des fossiles les conversations de l'univers. Elle peut se passer de nous, mais accorde un amour sans limite à ceux qui lui offrent des nacres d'hirondelles épuisées dans le ciel. Elle peut alors tout dévoiler des oiseaux et des fleurs, des insectes, des poissons et des algues. Les fonds, à force de transport, accumulent l'argile que le courant suspend au gré de ses accélérations. Sous les rivières soufflent des vents froids. Tant d'heures j'ai passé à observer les herbiers. J'ignorais jusqu'à leur nom. Nous bavardions du bout des doigts. Je les glissais dans leurs cheveux. Aujourd'hui, après avoir feuilleté les pages des flores systématiques, je sais que les effleurer suffisait à mon bonheur. Comment les dire, elles qui m'avaient appris le silence? Vergne était sombre. Comme tous les pêcheurs, ils vivaient seuls. La solitude est une rivière souterraine. Gère parfois le long de ce fragment. On peut y sonder l'incertitude des résurgences, guère plus. Cela suffit à apaiser le chaos.